Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre des Arts pour la suite de ce cycle consacré au western. Et on s'approche petit à petit de la fin du cycle. Avec ce film de Jim Jarmusch, Dead Man, de 1995. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu ? Ah oui, beaucoup. Et peut-être d'ailleurs à l'époque en salle. Moi, je sais que je l'avais vu en salle. Parce qu'évidemment c'est un film qui est très très beau, rien que par son image, et qui mérite vraiment d'être vu sur un grand écran. Effectivement, dans cette partie du cycle, la dernière fois on était revenu à une certaine forme de classicisme avec Clint Eastwood. Et là, on arrive dans quelque chose qui va poser question par rapport au genre. Est-ce que Dead Man est véritablement arrangé dans la catégorie du genre western ? Alors, on verra après la séance, peut-être on en discutera. En tout cas, il est apparenté, bien sûr. Mais c'est un film, tout à fait singulier, et y compris dans la filmographie de Jarmusch d'ailleurs. Alors, j'imagine que vous connaissez Jarmusch pour la plupart. Juste redire peut-être quelques mots sur sa filmo. Jarmusch, ce qui est intéressant, c'est qu'il est né en 53, et alors, dans ses parents, il y a son père, il était cadre chez Goodyear, mais sa mère était critique de cinéma, donc il partait quand même avec un certain bagage à ce niveau-là. Ça me paraissait intéressant de savoir qu'il a fait des études de littérature, donc au début des années 70 à l'université, et qu'il a fait un séjour en France assez long, pendant lequel il a beaucoup fréquenté la cinémathèque. Et donc en revenant à New York, il s'est inscrit à l'université en cinéma, et il a rencontré à ce moment-là Wenders et Nicholas Ray. Évidemment, Wenders sera une des influences de son cinéma, puisqu'il a été beaucoup influencé par le cinéma européen d'une certaine manière. Il va faire son premier film, donc Permanent Vacation en 80, avec sa bourse d'études, donc avec très peu d'argent. C'est un cinéaste qui a jamais tourné avec énormément de moyens, mais là c'était vraiment très très restreint. Et c'est un film qui va commencer à lui forger une réputation de cinéaste farouchement indépendant, plutôt même underground, et qui commence un peu à poser les bases en fait de son cinéma, avec des longs plans contemplatifs, de l'errance urbaine, Un jeune homme désœuvré, etc. Mais c'est avec Strangers in Paradise en 83 qu'il va vraiment accéder à une forme de reconnaissance, puisqu'il va avoir la caméra d'or à Cannes, et donc c'est un film qu'il a tourné aussi avec un très petit budget, ça va pour le coup vraiment commencer à l'installer et à le faire repérer comme un cinéaste indépendant dans une décennie en fait qui au niveau de la production hollywoodienne, industrielle une décennie quand même qui a mis le curseur sur les films destinés aux adolescents. Donc quelque chose une période très conformiste aussi par ailleurs, très conservatrice, et donc effectivement lui commence à développer un cinéma indépendant, et qui essaie d'ouvrir un peu une autre voie par rapport à ça. Il y aura Don Bailo en 85, qui est peut-être un de ses plus connus peut-être de la période, dans lequel on va retrouver Tom Waits, Roberto Benigni, John Lurie, donc un petit peu quand même aussi une galaxie de personnages artistes un peu marginaux. Alors il y a cet aspect de son cinéma qui prend forme, qui est un peu hybride en fait, cinéma, rock'n'roll, marginalité, et puis un côté un peu aussi un peu dandy quand même, un peu cool, qui va se former. En tout cas, il va vraiment se forger cette stature de cinéaste farouchement indépendant, qui d'ailleurs est une des rares personnes à conserver lui-même ses propres négatifs. C'est quand même assez rare aux États-Unis. Alors après, il va faire d'autres films avant Dead Man, mais ces films, donc Mystery Train et Night on Earth,
qui lui-même va considérer comme un peu voilà, une période où il a l'impression finalement de pas trop avancer, de se répéter. Et il va donc écrire à partir de 93 Dead Man avec la volonté de se renouveler. Et donc s'il se tourne vers le western, c'est pas tellement qu'il aime le western, il aime pas du tout le western classique de l'âge d'or hollywoodien, ce qui peut paraître étrange, mais il est beaucoup plus attiré en revanche par voilà, les développements modernes qu'ont pu faire Sergio Leone ou plus particulièrement Monty Hellman par exemple, qui avait tourné 66 de Shooting et Ride the Whirlwind. Et bon, on en reparlera. Mais voilà, on sent bien que déjà qu'il est intéressé par le western, mais pour en faire un peu autre chose, quoi, d'une certaine manière. Voilà, donc oui, donc alors avant peut-être de parler directement du film, voilà, juste poser cette chose que Jarmusch est donc un cinéaste, mais qu'il y a aussi en lui, voilà, cet amour de la littérature qu'il a étudié, et puis aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup fait de musique très tôt. Il avait son groupe de New Wave au début des années 80, et puis il y a aussi la photographie. Récemment, il a fait des expositions. Donc il y a un côté artiste aussi, comment dire, plasticien, voilà, un peu plus entre guillemets que cinéaste. Et peut-être on en reparlera après le film. Voilà, pour le film, donc effectivement, ce film Dead Man, il avait en écrivant déjà en tête Johnny Depp et Gary Farmer, qui sont les rôles principaux. Il a écrit en écoutant les albums du Crazy Horse, qui sont le premier groupe de Neil Young. Et donc il avait effectivement alors volonté de se renouveler, et aussi ce qui n'était pas tellement le cas jusque-là chez lui, c'est quand même il veut pas faire un western classique, mais quand même le western ça pousse quand même à à poser des questions sur la fondation des États-Unis, hein, puisque on s'intéresse en général à la formation du pays, à sa fondation. Et donc de fait, il y a forcément, s'ensuit forcément des questions d'ordre politique, voilà, idéologique. Et ça, c'est assez nouveau chez lui. Il a eu ce geste, voilà, de vouloir, de certaine manière, comment dire, sortir du point de vue des Blancs, comme il le dit, et de réellement s'intéresser à représenter de façon authentique la culture indienne, et en l'occurrence c'est la tribu des Macas que vous allez voir dans le film. Donc il s'est énormément documenté, il a fait venir des spécialistes, il a pris des objets dans des musées, etc. Donc il y a tout un travail qu'il a fait là-dessus et qui se perçoit dans le film. Également peut-être cité, puisqu'on parlait de littérature, pendant qu'il écrivait, il a lu le poète anglais, poète et peintre William Blake. Et c'est ça qui lui a donné l'idée d'appeler le personnage William Blake, d'ailleurs. Donc c'est un poète pré-romantique, quoi, fin 18e, début 19e. Et donc il a finalement amalgamé ça dans son film au niveau de l'écriture et également au niveau esthétique, en fait, en s'inspirant de certaines peintures. Voilà, vous allez voir que c'est un film, bon, on en reparlera, mais qui se décolle un peu du genre, se détache du genre. Il y a quelque chose d'anti-spectaculaire dans le film, vous allez voir, le rapport à la violence aussi, on en parlera, qui correspondent pas du tout au canon du genre, voilà, ce qu'on est habitué à voir. Alors le tournage, oui, le tournage de mots, en fait, il a tourné de façon chronologique par rapport à l'histoire du film. Ils sont partis donc de Phoenix en Arizona avec un peu de studio, un peu de tournage dans une mine, et puis après ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un road trip finalement. Ils ont remonté plusieurs états en suivant le parcours du personnage dans l'histoire. Ils sont passés par le Nevada, l'Oregon et la Californie du Nord. Et au cours du tournage, qui était pas facile, quand même assez épuisant, parce qu'ils n'avaient pas eu le budget souhaité. Et donc ils en ont bavé, quoi. Et pendant le tournage, il a appris que Neil Young se produisait en concert pas très loin, donc il est allé le voir parce qu'il ne le connaissait pas. Et c'est là qu'il lui a proposé de faire la musique, parce que c'est vrai que la musique de Neil Young est souvent repérée dans le film comme étant extrêmement réussie. Et donc le fait est que Neil Young a accepté de faire cette musique en voyant un premier montage du film.
Et puis après, il a enregistré cette musique en 2-3 jours, donc assez vite, dans les conditions du live, parce que c'est sa façon de travailler. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il l'a entre guillemets improvisé en passant le film, je sais plus, 2 ou 3 fois ou 4 fois de suite, et en disposant autour de lui des instruments, et puis en passant de l'un à l'autre, en improvisant, en réagissant aux images, en fait, avec ses émotions. Et il y a beaucoup de prises en fait qui ont été gardées telles quelles. Donc il y a un côté un peu finalement ciné-concert en fait dans le dispositif et qui donne quelque chose de tout à fait singulier. Voilà. Bon, alors, juste peut-être terminer, puis après on va regarder le film en disant que globalement le film a eu une réception assez mitigée. Alors surtout aux États-Unis parce qu'il me semble qu'en France et peut-être ceux qui l'ont vu à l'époque, il me semble qu'il avait été plutôt bien reçu ici. Mais aux États-Unis, la critique était assez tiède. Et puis surtout, le film a été très mal distribué par Miramax. Miramax, que vous connaissez sans doute, qui était la société de distribution du fameux, du tristement célèbre Harvey Weinstein et de son frère, et qui était la société de production qui a finalement fait monter tous les réalisateurs singuliers et indépendants dans les années 90. Hein. D'une certaine manière, ils ont apporté du sang frais à Hollywood, quoi. D'une certaine manière, on peut penser typiquement à Tarantino, qui était vraiment leur poulain. Et donc, Jarmusch, lui, il avait signé un contrat avec Weinstein. Et heureusement, dans le contrat, il avait stipulé qu'il gardait le final cut, c'est-à-dire que son film ne pouvait pas être modifié. Mais Weinstein, lui, ce qu'on sait assez peu, mais il avait pour habitude de souvent demander à remonter les films, même lui-même en fait, les remonter, couper des bouts parce qu'il trouvait ça trop long. Et c'est ce qu'il a demandé à Jarmusch. Jarmusch a refusé, d'où en fait une certaine brouille et puis le fait que du coup il croyait pas du tout au succès du film. Et la sortie du film a été sabotée, quoi. Donc c'était un peu pour expliquer l'échec du film à l'époque, mais évidemment depuis il est devenu culte, on peut dire, entre guillemets, et voilà. Et la preuve, c'est qu'il y a quand même du monde pour venir le voir à nouveau en salle aujourd'hui, dans une version restaurée qui est très très belle. Donc voilà, je vous souhaite une excellente projection, et puis j'espère que vous resterez pour en parler juste après. Voilà, bonne séance. J'espère que ça vous a plu de le voir ou de le revoir sur le grand écran. C'est vrai que l'image est vraiment sublime, hein, le noir et blanc est très très beau. Jarmusch en fait disait qu'il avait essayé de reproduire un peu le noir et blanc qu'il avait vu dans les films historiques japonais des années 50, les Mizoguchi, choses comme ça. C'est ce qu'il avait essayé de retrouver un peu dans ce film. Je vais vous laisser redescendre de votre trip. Vous n'avez rien pris avant la séance, je ne sais pas, c'est peut-être pas nécessaire. Mais on en reparlera de ça quand même, du côté hallucinatoire peut-être du film. Alors ce que j'ai pas, j'aurais peut-être dû le faire avant le film, mais redire un petit mot quand même sur Johnny Depp quand même, parce que c'est quand même c'était un sacré acteur quand même dans les années 90. C'est vrai que là aujourd'hui les gens le retiennent plutôt pour évidemment Pirates des Caraïbes, donc composition un peu fantasque, exubérante, grimaçante, ce que vous voulez, très sympa, mais qu'il rattache à un cinéma de blockbuster américain, et qui n'a pas grand chose à voir avec ce qu'il faisait, je crois, dans les années 90. Et c'est vrai que pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient de 21 Jump Street, la série dans laquelle il jouait à la fin des années 80, qui est un truc pour les ados. Mais quand même, en 90, rappelez qu'il avait eu quand même des choix de carrière assez incroyables, parce qu'il a choisi de tourner avec John Waters en 90 pour Cry Baby, et John Waters c'était quand même le pape du cinéma trash underground. Donc même si c'était pas son film le plus osé, loin de là, mais quand même c'était un choix pas évident. Et il a tourné avec pas mal d'auteurs qui étaient assez uniques dans les années 90, et notamment Tim Burton, bien sûr. Vous vous souvenez d'Edouard aux mains d'argent. Il y a eu Ed Wood, après il y en a eu beaucoup d'autres, Sleepy Hollow, etc. Et il a tourné avec Terry Gilliam, Arizona Dream, bref. Et donc ce film
en 95. Alors j'ai une petite citation de Jarmusch sur le personnage de Blake qu'incarne Johnny Depp. Il dit un truc intéressant, il dit Blake est comme une page blanche sur laquelle tout le monde veut écrire quelque chose. Et alors c'est intéressant parce qu'il y a, bon, il y a déjà l'idée d'écriture, de littérature, on en reparlera, mais il y a aussi cette idée que comment dire, que l'acteur Johnny Depp en fait se prête parfaitement à ce rôle parce que il y a pas mal de gens qui observaient quand même qu'il avait un côté un petit peu une impassibilité, quelque chose qui le faisait ressembler un peu à Buster Keaton, enfin quelque chose de poker face, un peu comme ça. Un côté un peu voilà un peu marionnette, un peu pour le côté un peu burlesque hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film, mais qui fait qu'on a ce sentiment en fait qui peut d'une certaine manière tout accueillir en fait, voilà, que c'est un corps d'acteur et un visage en fait qui est ouvert à toutes les possibilités et toutes les transformations d'une certaine manière. Et je pense que c'est ce qui a dû plaire à Jarmusch dans cet acteur. Et je trouve qu'il est vraiment merveilleux quoi, dans le film. Alors, pour parler de lui et du deuxième personnage principal, qui est Nobody, donc incarné par Gary Farmer, ce qui me semblait intéressant, c'est de commencer par dire que oui, le personnage de Blake, il a quand même... voilà, c'est quand même un personnage qui se retrouve très très vite rejeté en fait par sa propre communauté entre guillemets, en tout cas voilà, le monde d'où il vient en fait le rejette assez vite. Quelqu'un qui devient très vite un paria et qui a donc en plus sa tête mise à prix. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le personnage de Nobody, donc, qui est incarné par Gary Farmer, lui aussi, il l'est d'une certaine manière. Alors, juste dire que bon, Gary Farmer, Jim Jarmusch l'avait repéré dans un film de 89 qui s'appelait Powo Highway. Bon, il est issu en fait d'une tribu indienne, mais de l'Est, donc il n'a rien à voir avec la tribu qu'on voit à la fin ou des régions qu'on voit. Donc ce qui est assez fascinant, c'est qu'il a dû apprendre en fait toutes les lignes de dialogue phonétiquement, ce qui n'est pas évident. Et je me faisais la réflexion aussi en voyant cette version du film que effectivement les passages en langue amérindienne ne sont pas sous-titrés. Hein, donc on devine hein, ou on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais il existe d'autres versions hein, du film où c'est sous-titré. Mais pour l'avoir vu, finalement, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, non, donc c'est pour dire que Nobody, bah, finalement, comme vous l'avez vu, lui aussi, enfin, il le raconte, il a une trajectoire qui l'a finalement amené à être lui aussi, quelque part, quelqu'un d'un peu paria en fait par rapport aux siens, par rapport oui, aux autres Indiens, aux autres tribus. Vous vous souvenez, il raconte hein, qu'il est né d'ailleurs de parents de 2 tribus adverses et que donc en quelque sorte métis et donc très difficile de trouver sa place. Et puis il y a le fait qu'il est donc fait prisonnier par les Anglais, mis en cage, emmené en Angleterre, donc montré comme un animal de zoo en fait, comme on le faisait malheureusement avec aussi les Africains, vous vous souvenez à cette époque. Alors en parenthèse, le film est pas daté, mais Jarmusch disait qu'il le situait en 1870. Bon, pour avoir une idée. Et donc oui, donc ce trajet de Nobody, c'est très intéressant parce qu'il raconte donc ce voyage en Angleterre et puis cette évolution qui paraît assez fantaisiste. Enfin, on a du mal à croire que ça existait, mais en tout cas le fait que dans ce pays, finalement, même s'il arrive considéré comme un sauvage, il va arriver en contact avec l'œuvre d'un poète, d'un peintre, qui est donc le fameux William Blake, dont je vous avais parlé avant la séance. Et donc, quand il revient aux États-Unis, finalement, il a ça avec lui, il a cette sensibilité, en fait, qu'il a fait rencontrer quelqu'un un artiste d'une autre civilisation qui lui a parlé, finalement, qui l'a touché. Et puis, quand il revient, lui aussi, finalement, on le voit errer, en fait, dans les bois, il est lui aussi en fait rejeté par son propre monde, sa propre communauté, si on veut. Donc ça, je trouve ça un élément assez intéressant et peut-être on reviendra dessus après. Alors peut-être juste
Un petit mot pour essayer, puisqu'on est quand même dans un cycle western, avant d'aller plus loin, de caractériser un petit peu ce western, essayer de le situer dans le genre. Il y a pas mal de critiques en fait qui ont dit que finalement on pouvait le rattacher à la mouvance des westerns révisionnistes dont on a pas mal parlé, il me semble, ici, hein. C'est celle du nouvel Hollywood des années 70, avec cette façon effectivement d'essayer de réévaluer les grandes mythes, enfin la façon dont oui, l'histoire officielle américaine et puis les productions hollywoodiennes en fait ont fabriqué une mythologie sur la conquête de l'Ouest. Et puis donc ces westerns révisionnistes ont essayé de rétablir en fait ce qu'ils considéraient une certaine vérité, par exemple sur effectivement le rapport aux Indiens, qui dans Little Big Man ou dans Soldat Bleu, on va montrer que on va presque inverser en fait le récit en disant que voilà, les méchants c'était les Anglais et les gentils les Indiens. Bon, je caricature, mais il y a un petit peu de ça. Donc par rapport à ça, ce film, je vous disais que Jarmusch avait quand même l'intention d'essayer de ne pas avoir le point de vue du blanc sur l'histoire, et d'essayer alors peut-être pas avoir le point de vue de l'Indien, mais en tout cas de rendre, de faire une représentation qui soit le plus authentique possible, notamment en ce qui concerne le village que vous avez vu à la fin, qui est le village des Macas. Donc il y a en fait, je pense que c'est pas exactement la même démarche que les westerns révisionnistes de cette époque, mais il y a quand même en fait l'idée de faire droit en fait à une population qui a été décimée, y compris culturellement, c'est-à-dire que la mémoire en fait de leur culture s'est perdue, on ne sait plus à quoi ça ressemblait. Et effectivement, je vous disais, il y a eu ce gros travail en fait de recherche, de collaboration avec des musées, avec des spécialistes, de faire venir des descendants de cette tribu pour jouer dans la séquence de fin, etc. Voilà, donc finalement une espèce de rétablir, en fait, de faire justice à ce niveau-là. Mais il me semble pas que par rapport en fait au western révisionniste, en fait, j'ai pas l'impression que le film soit complètement en fait dans cette idée-là. On a l'impression, et je préciserai peut-être après, que ça serait un western qui essaierait en fait de raconter cette période de l'histoire oui, ce moment, en essayant de revenir avant en fait toute la fabrication des codes narratifs, esthétiques, etc. Parce que le western révisionniste en fait arrivait après et donc corrigeait d'une certaine manière, mais conservait aussi beaucoup de choses de la manière de raconter les westerns et de les représenter. Là, on a cette impression que Jarmusch, en fait, il essaye de revenir à quelque chose d'antérieur, d'une certaine manière, à toute cette représentation très, très codifiée, quoi. Alors, comment il le fait, ça? Voilà, ce que je voulais vous proposer un peu comme lecture. J'espère que c'est pas trop scolaire, mais il y a une façon peut-être de prendre le film qui est de voir un peu deux temporalités ou deux régimes en fait de vision du monde, de représentation qui s'affrontent d'une certaine manière. Donc vous avez d'un côté en fait ce qu'on pourrait appeler le temps linéaire et le temps cyclique. Alors je vais essayer de m'expliquer. Tout ce qui ressort en fait du temps linéaire, en fait, ça serait, si vous voulez, justement ce qu'on connaît de la conquête de l'Ouest par la représentation classique, la progression, si vous voulez, linéaire, historiquement linéaire, avec l'idée de progrès, etc., qui est liée à la conquête. Et le personnage de Blake va bien faire au début le trajet classique de l'Est vers l'Ouest, hein, il est dans le train. Il y a toute la machinerie industrielle qui accompagne ça, hein, le train lui-même, et puis la ville en elle-même quand il arrive, qui s'appelle carrément Machine. Et puis donc avec ça, vous avez un régime de représentation qu'on pourrait quasiment qualifier de horizontal, quoi. Pour suivre la métaphore de la ligne. Voilà, donc là-dedans, on a effectivement en fait beaucoup de
de choses qui sont de l'ordre de la confrontation, du chant contre chant. Alors on a beaucoup d'agressivité. Vous savez, quand il arrive dans la ville de Machine, tout de suite en fait il y a de l'antagonisme. Ça s'affronte, quoi. Pour pouvoir avancer, faut s'affronter. Bon, vous avez dès qu'il arrive dans la ville, déjà c'est en travelling, donc la ligne droite. Et puis quand il regarde quelqu'un de travers, en fait, il se fait insulter, etc. Dès qu'il rencontre une jeune femme, ça se finit mal, ça se finit en fusillade. Le personnage, c'est Dickinson, c'est ça, qui est donc incarné par, vous avez reconnu Robert Mitchum, hein, bien sûr, qui fait de magnifiques apparitions. Là aussi, voilà, on est vraiment dans la confrontation, l'agressivité. Voilà, il n'y a pas de, comment dire, on sent qu'il n'y a pas de possibilité, en fait, si vous voulez, d'harmonie dans cette façon de vivre dans le monde, quoi. Alors. Bon, voilà un peu pour dessiner ça brièvement. Ce qui serait du côté du temps cyclique, ça serait évidemment tout ce qui est véhiculé par le personnage de Nobody et la culture amérindienne en général. Mais on est, si vous voulez, d'une certaine manière, dans un régime de représentation qui va aussi permettre d'offrir des manières de filmer différentes. Alors, j'ai des exemples par rapport à ça qui sont presque géométriques, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est assez frappant, c'est-à-dire que les moments où on a l'impression de s'échapper de la représentation classique du temps linéaire, justement, c'est ces moments où la caméra en fait, va basculer en fait, verticalement. Vous vous souvenez, le moment où c'est le plus frappant, c'est quand Blake va s'allonger au sol à côté du fan qui est mort. Et il y a un moment très beau en fait où la caméra va le filmer en plongée complète, et puis le contre-champ, ça va être son regard vers le ciel, alors qu'il est obstrué par les branchages. Mais là, on a effectivement un rapport qui est plus du tout en fait de même nature que ce qu'on voyait jusque-là. Il y a quelque chose en fait qui se passe où le champ contre champ est plus entre deux visages, deux personnes, mais entre un visage en fait et puis ce qui est le ciel, une étendue, des bouts d'éléments naturels, et qui nous amène déjà à une certaine forme de contemplation, quoi. Une école de littérature, de philosophie américaine, avec Thoreau, T-H-O-R-E-A-U, et Emerson, justement, c'était un retour à la nature. Oui, Thoreau et Emerson, merci pour la remarque. Thoreau. Oui, le retour à la nature. Alors, oui. Mais alors, je ne suis pas absolument spécialiste, mais il me semble que je crois que c'est quelque chose qui est peut-être mieux traité dans un film comme Jeremiah Johnson, cette recherche en fait de retrouver une harmonie avec la nature. Ici, en fait, ça me paraît, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Le rapport à la nature, il est plus d'ordre contemplatif. Il me semble pas qu'il y ait beaucoup pas tellement d'interaction en fait, mais ça j'y reviendrai. Mais c'était pour dire aussi que bon, cet épisode du fan, il me paraît assez fort et assez représentatif de ce que j'essaie d'expliquer. Mais en fait, il n'y a pas de rupture franche en fait. Par exemple, au milieu du film, on basculerait d'un régime d'image à un autre. C'est par touche et c'est progressif et c'est entremêlé. Et au début, en fait, quand Blake il se retrouve dans la fusillade avec la jeune femme et son ancien amant. Il tombe par la fenêtre, et là il tombe par terre, il lève les yeux et on voit les étoiles. En fait, c'est pareil, c'est la première fois où effectivement on a un rapport vertical avec un petit moment contemplatif sur ces étoiles, qui sont d'ailleurs un peu artificielles, je pense. Mais bon, c'était pas. Enfin voilà, donc il y a cette dimension-là. Vous avez quelque chose en fait qui glisse en fait sur des visions au sens vraiment lié à peut-être l'hallucination. Évidemment, quand Nobody prend du peyote, donc là, la drogue, et là, ça lui provoque une vision. Il voit en fait un crâne se superposer, se surimpressionner au sens cinématographique sur Blake. Donc voilà, on a des plans en fait qui s'apparentent quasiment à des visions ou des contemplations. Et ce que je veux dire, c'est que c'est des plans complètement entre guillemets gratuits, qui n'apportent rien à l'histoire, qui ne font rien avancer et qui me semblent en fait relever uniquement de la beauté. En fait, voilà, c'est quelque chose d'assez
impressionnant. Et il y a aussi un moment qui est très très fort là-dessus, et je pense que ça a frappé tout le monde, c'est quand il y a les deux Marshall, je crois, Lee et Marvin, parce qu'évidemment il y a une blague sur Lee Marvin, mais il y en a un qui tombe sur le foyer, en fait, donc, qui est disposé de manière à ce que ça forme une sorte d'icône. Bon, on voit sa tête, d'ailleurs, je crois que c'est Cole après qui vient derrière et qui dit on dirait une putain d'icône, et il lui écrase en fait le crâne avec sa botte. Et je trouve ça assez représentatif de cette idée que c'est totalement gratuit en fait ce truc-là. C'est-à-dire que Jarmusch en fait fait une image qui est fascinante parce qu'elle est belle comme si c'était arrivé par hasard, quoi. Évidemment, il l'a composée, mais voilà, c'est quelque chose qui surgit dans le réel, mais qui n'a rien à voir en fait avec la progression du récit ou avec, si vous voulez, un sens quelconque. Ça n'a rien à faire là, une icône religieuse comme ça. Et l'autre qui l'écrase, c'est pareil, c'est affreux, et en même temps, enfin, ça peut être répugnant, et en même temps, on peut aussi y voir une forme de beauté, en fait. J'ai l'impression que c'est presque un geste artistique, en fait, ce qui fait de lui écraser la tête. Oui, pardon. Oui, c'est un iconoclaste, oui. Mais il y a des grands artistes iconoclastes. Voilà. Donc, ça, je tenais à cet exemple. Alors après, sur l'idée du motif, vous avez raison quand vous avez évoqué la question du motif, c'est-à-dire qu'il y a des reprises, voilà, c'est ça. C'est la question de la répétition et de la boucle. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait sortir d'une temporalité linéaire, évidemment. Alors, en premier lieu, vous avez tous remarqué que le film est constamment ponctué en fait, de fondu au noir. Et c'est très beau, mais c'est pas du tout habituel dans un film où effectivement on est habitué à ce que les séquences s'enchaînent de manière fluide et on ne voit pas on invisibilise en fait comment dire, les transitions d'une certaine manière. Et donc ici elles sont marquées et évidemment ça permet de fragmenter en fait, si vous voulez, le récit. Si on prenait, il y a un très grand nombre de ces séquences lors de la track en fait qui pourraient être déplacées en fait l'une par rapport à l'autre. On est dans une fragmentation qui fait qu'aussi on a cette impression d'onérisme aussi, puisque c'est fondu au noir, évidemment ça représente le glissement dans le sommeil ou le réveil, ou évidemment ça peut être la mort, parce que William Blake, on ne sait pas trop s'il va y passer, à quel moment, etc. Et lui-même, souvent, le fondu au noir en fait, accompagne ses yeux qui se ferment, etc. Donc on a à la fois voilà, ce glissement un peu indécis, soit vers le rêve, soit vers la mort, et un éveil, en fait, on s'éveille, on ne sait pas forcément où on est, etc. Et cette fragmentation qui fait que la continuité en fait, du récit classique est pas possible, en fait. Voilà. Mais on joue quand même sur la répétition. Et évidemment, comme c'est une track, ça c'est vraiment la track, c'est un récit classique du western, et on a eu ça avec Pat Garrett et Billy the Kid, qui à sa manière d'ailleurs nous perdait en fait dans cette track. Il refusait en fait de sa linéarité. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait un refus en fait d'aller au bout, mais il le faisait totalement différemment. Ici en fait, il y a une fragmentation et une répétition. Souvent appuyés en fait, des espaces qui sont traversés. Parfois, on a vraiment le même plan exact, on les voit passer, et ensuite il y a les tueurs à gages qui passent derrière, quoi. Mais alors, donc tout ça, en fait, c'est tous ces procédés d'une certaine manière. Alors, vous vous souvenez que Jarmusch, en fait, il a découvert, en tout cas, il a beaucoup lu William Blake quand il a écrit le scénario, et on sent bien qu'il y a, une écriture du film qui, quelque part, travaille un peu de la même manière que l'écriture poétique, quoi. Il y a cette idée à la fois de fragmentation, de répétition, de rime. Alors parce que j'ai oublié de préciser qu'il y a aussi tout cet effet de boucle. Alors il y en a un que vous avez forcément vu, en fait, c'est la traversée de la ville de Machine au début, qui est filmée en travelling avec des regards sur les côtés où on découvre. Et puis la traversée du village indien qui est filmée exactement de la même manière.
sauf qu'effectivement, comment dire, ce qu'on voit en fait est beaucoup plus paisible et semble beaucoup plus voilà, pacifié que la ville de Machine. Mais les deux séquences se répondent. Et il y a un autre renvoi, enfin il y en a d'autres dans le film, mais ceux qui encadrent le film entre le début et la fin. Il y a celui auquel on pense peut-être moins, enfin qu'on oublie plus exactement si on ne revoit pas le film, c'est au début dans le train, quand le machinot vient parler à William Blake, je ne sais pas si vous vous souvenez, il vient lui parler déjà oui, de la question du mouvement, enfin cette espèce de question du mouvement relatif. En fait, si on est comment dire, dans un bateau et qu'on regarde le ciel, on a l'impression que c'est le ciel qui se déplace, etc. Pardon ? Le référentiel galiléen, merci. Ben oui, mais en fait, c'est voilà, cette idée qu'on peut en tout cas changer de référentiel, parce que c'est quand même un des grands enjeux du film, je pense. Et en tout cas, quand on revoit le film, en fait, au début, on voit, ben oui, en fait, il est déjà en train de parler de la position de William Blake dans le bateau à la fin, quoi. Donc, le film, finalement, est une sorte de boucle. Donc, voilà, c'est aussi une manière de travailler contre la linéarité et l'idée de début et de fin, de toute façon, puisque le voyage en bateau pour Nobody, en fait, c'est une façon de le ressusciter aussi. Enfin, bon, bref. Donc on est là-dedans et on est dans une écriture poétique. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que là-dessus, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu appuyé par Jarmusch aussi, c'est la question du sang. Vous avez vu... comment dire, bon alors William Blake va se servir du sang à un moment donné, du fan justement pour se mettre sur le visage. Et puis il y a cette séquence que j'aime beaucoup avec comment dire, le poste d'échange là, je sais pas comment on appelle ça, de trading post. Celui qui vend les couvertures infectées, etc. Et puis qui lui demande son autographe. Moment très drôle, parce qu'en fait il y a beaucoup d'humour dans le film, ça c'est vrai qu'il faut quand même le préciser. C'est un film très drôle et moi qui me fait pas mal penser au film d'ailleurs d'Aki Kaurismäki, si vous connaissez, une sorte d'humour un peu à froid comme ça, qui est très très chouette. Enfin bon, en tout cas il lui demande son autographe et s'ensuit évidemment la confrontation et William Blake lui plante la plume dans sa main et lui dit ça c'est ma signature. Et donc il y a du sang qui sort. Et c'est pas seulement du sang, c'est aussi du noir, quoi. Donc le noir qui rejoint voilà, le fondu au noir, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là dans la question de l'écriture et de sa représentation. Voilà. En tout cas, voilà, c'était un petit peu pour comment dire. Oui, d'une certaine manière, pour souligner tout ça, pour essayer de souligner le fait que dans le film, ce qu'il y a au travail, c'est une espèce de parasitage ou de remplacement, voilà, de ce récit en fait linéaire classique et qui contient en lui en fait tout ce qu'on a de représentation de l'histoire classique occidentale, hein, qui est sous-tendu par le progrès, etc. Et qui va être donc parasité par en fait une autre manière d'être au monde, une autre manière de vivre le monde, la temporalité, et qu'on pourrait qualifier donc de cyclique. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que Jarmusch en fait ne va pas du tout essayer de faire passer Blake du côté des Indiens, parce que ça aurait pu être un scénario, si vous voulez, qui est un peu celui de Little Big Man, où il est... Bon, lui, Little Big Man, il est baladé, en fait, tantôt dans une tribu, ensuite il revient chez les Blancs, etc. Enfin, il y a un récit un peu comme ça, picaresque, mais si vous voulez, à un moment donné, on passe chez les Indiens, on voit comment ils vivent, on apprend un peu avec lui leur culture, etc. Il y a une expérience, quoi. Ici, en fait, moi, il me semble que quand on arrive dans le village indien, finalement, on n'apprend pas grand-chose. On a une vision contemplative. On est, comment dire, avec lui, on voit beaucoup de choses étonnantes, belles, étranges, inquiétantes. Mais ce sont des visions, quoi. C'est le seul Indien, en fait, qui est vivant et qui fait des choses qui nous intéressent. C'est Nobody. Mais Nobody n'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui est comme Blake un exclu. Donc ce que je veux dire, c'est que le but du film n'est pas de passer du côté des Indiens. Et j'ai l'impression que Jarmusch en fait cherche à faire autre chose. Alors il y a un critique qui s'appelle Jonathan Rosenbaum qui a écrit un
un bouquin qui a beaucoup suivi Jarmusch, qui qualifie ce western de western sous acide, en fait. C'est une catégorie de western qu'il a conceptualisé et dans laquelle il va mettre justement les films de Monty Hellman, qui intéresse beaucoup Jarmusch, qui va mettre dedans d'ailleurs le film de Peckinpah, Pat Garrett, qui va mettre dedans The Last Movie de Dennis Hopper, et qui sont des films en fait qui finalement, je pense, sont liés en fait à cette idée que l'usage des drogues en fait vous fait accéder à une autre expérience de la réalité, en fait, vous ouvre des portes. Je crois que c'était Aldous Huxley, hein, les portes de la perception. Donc voilà, chez les hippies, il y avait quand même un peu cette idée que la drogue, enfin, ou le LSD, ou là, le peyote, etc., pourrait faire accéder en fait à une perception de la réalité qui soit autre, enfin, des choses qu'on ne peut pas voir en fait, nous, dans notre vie, dans notre manière de vivre le monde, quoi. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant, sauf que bon, je ne suis pas sûr que la drogue, ça soit vraiment l'intérêt ici dans le film, mais par contre, j'ai vraiment le sentiment que Jarmusch, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment ce personnage va finalement s'échapper, quoi. Enfin, j'ai vraiment ce sentiment, parce que quand on voit la fin, il est censé mourir, quoi. Hein, il s'allonge, à la fin, il ferme les yeux sur le dernier plan. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment mort ? En fait, c'est pas sûr, parce qu'il passe quand même la moitié du temps à fermer les yeux dans le film, à se faire balader, etc. Donc à la fin, l'autre le met sur un canoë, bon, il dit rien, mais aussi bien, il n'est pas mort, quoi. Et puis, ce que je veux dire, c'est que Jarmusch, en fait, nous représente une idée, je pense. Enfin, alors, ce qui est drôle, c'est que ce canoë qui s'en va comme ça sur la mer, c'est quand même aussi une reprise de l'image classique de fin de western avec le cow-boy qui s'en va sur les couchants. Sauf que c'est repris avec un canoë sur la mer, quoi. Ça, c'est très beau. Mais je pense que l'idée de Jarmusch, effectivement, c'est de prendre ce personnage et d'aller au bout en fait du déracinement et de la sortie en fait de la civilisation et même de toutes les civilisations, j'ai envie de dire, puisque il s'attarde pas non plus en fait dans la civilisation amérindienne, quoi. Donc ça n'est qu'un passage ou quelque chose qui lui permet justement d'aller ailleurs. Alors ailleurs, c'est quoi ? Moi, j'ai l'impression que le film en fait trouve sa finalité justement dans ces moments de contemplation ou d'apparition de la beauté. Comme celles que j'ai citées, qui sont un peu paradoxales, mais l'icône par exemple, où ça peut être un fan effectivement qui est mort, ou des visions qu'on peut qualifier de surréalistes. La machine à coudre qui est au milieu du village indien. C'est quoi l'expression, la machine à coudre sur une table d'opération, c'est ça ? Bref. Oui, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a ce désir aussi d'altérité, bien sûr, parce que je vous disais, les deux personnages sont des parias, sont des exclus, mais qui en fait sont capables d'aller au contact de l'autre. C'est ça qui est très beau. Et c'est ça. Ce qui est beau aussi, c'est que l'Indien aussi, lui, a été mis au contact finalement d'un artiste anglais. Et ce qui est improbable, c'est que voilà, on n'aurait jamais imaginé dans les westerns qu'un Indien soit sensible à la poésie anglaise. C'est un truc qui est dingue. Mais je pense que dans le monde idéal de Jimmy Jarmusch, en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait qui puisse arriver. C'est-à-dire le fait d'être sensible à l'expression de la beauté, une expression artistique de quelque civilisation qu'elle soit, en fait. Il y a quelque chose d'assez universel, je crois, qui s'exprime là-dedans, ou un désir en fait de beauté ou d'art universel. C'est en ça que oui, donc évidemment que c'est un western, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il passe son temps à chercher à sortir de ce cadre, quoi. Et en parlant de cadre, d'ailleurs, oui, vous avez vu que les seuls moments où on voit des étendues, spectaculaires, désertiques, un peu à la Monument Valley, il y a un plan au début, je crois, quand il regarde par la fenêtre du train, où on voit un paysage à la John Ford. Mais c'est tout, hein. Après, c'est que des plans serrés dans la forêt, on regarde plutôt les arbres, les branches d'arbres, le petit animal, les feuilles, les rochers, etc. Enfin,
tout est plutôt dirigé vers les petites choses de la nature, quoi. Donc, oui, oui. En dehors de la beauté du noir et blanc, comment tu interprètes ce besoin de faire un film en 95 en noir et blanc? Bah, je pense que ça avait un intérêt par rapport à cette question de l'écriture aussi, probablement. La question de... Alors, ce qui est assez marrant, c'est que l'idée de l'écriture, c'est sur une page blanche, avec du noir, etc. Alors que le cinéma, c'est plutôt l'inverse. Hein. On part du noir et on met de la lumière, quoi. Mais bon... le noir et blanc, je pense, facilite cette représentation justement du sang, de l'encre. Et puis malgré tout, il y a un geste artistique un peu chic aussi, quoi. Je veux dire, en 95, de dire ouais, mais moi je fais pas comme les autres, je fais en noir et blanc. Le cannibalisme, la scène de cannibalisme, comment la comprendre? Elle est surprenante, elle est peut-être, je sais pas, inédite ou unique dans l'histoire du western. Donc je m'interroge dessus. Bah déjà, elle est quand même assez comique, moi je trouve, même si elle est cruelle. Il y a une représentation quand même de cette fameuse civilisation avancée qui, je pense, qui est dépeinte avec une forme de caricature. Oui. J'ai bien aimé l'évolution du personnage de William Blake. Il tue presque par inadvertance et hasard. Et il prend presque. Et il a vite appris les règles dans ce monde de brut où il tue presque facilement. Et ce que j'ai bien aimé, c'est un poème jalonné de mort, mais j'ai bien aimé les interactions entre Nobody et lui. C'est presque philosophique, dans un monde où ça tiraille et d'une violence, le sang coule constamment. Même à travers le sang du Kidin, mais je veux dire, le sang il a coulé constamment. Et il aime bien voir le sang couler, genre dans le film. Bah, c'est beau aussi. C'est rare. Autant tu vois, quand tu vois un mec qui me parle, ça flingue dans tous les sens, ça gèle. Là, c'est presque le sang qui coule et on le regarde couler. Ah oui, on n'est pas du tout dans la même façon de percevoir les choses. Mais effectivement, comme dit madame, c'est beau aussi parce que c'est en noir et blanc. Enfin, c'est-à-dire que il y a quand même du pictural, c'est-à-dire il y a... Ouais, non, mais ça me fait penser au fait que pourquoi le noir et blanc, en fait, c'est peut-être aussi une manière de pas marquer le film aussi temporellement. C'est-à-dire que, comme on disait, en 95, ça se faisait plus. Donc oui, il y a quand même aussi le geste, je suis désolé, un petit peu quand même arty, quoi, un peu cool, quoi. Enfin, je sais pas si c'est comme moi, mais quand il vient d'être tué, entre guillemets, quand il a été sauvé par l'ex-prostituée et qui tue Gabriel Byrne, il saute par la fenêtre, un classique, il va s'échapper. Et là, comme c'est en noir et blanc, la façon dont il tombe, moi j'avais l'impression d'être légèrement dans un Charlot ou un Buster Keaton à ce moment-là. Non, mais au passage, d'ailleurs, quand il tombe, je me suis fait la réflexion, il tombe dans la boue, effectivement, mais il me semble qu'il y a toutes les fleurs en papier qui sont là. Et là, pour le coup, je me dis, bon, il rate pas une occasion quand même de faire une image poétique. Enfin, il y a un truc, parfois, alors, mini reproche, c'est un peu appuyé, quoi. Mais bon, c'est aussi, comment dire, on lit bien l'intention quand même du cinéaste de ce qu'il veut faire quand on voit ce type d'image, il me semble. Mais au passage, j'ai écouté en fait une version de, enfin j'ai regardé une version du film avec les commentaires audio et il y avait dedans le chef décorateur qui racontait qu'il avait participé donc à toute la mise en place du village Maca à la fin. Et qu'ils avaient pris pas mal d'artefacts dans un musée. Le canoë est un vrai canoë en fait qui était emprunté. Mais par contre, ils faisaient la remarque, alors je sais pas si c'est vrai parce que je suis pas du tout spécialiste, ils disaient par contre les Macas en fait ils n'avaient pas du tout de totem. Ils disaient bon j'en ai fait mais donc ça m'a fait rire parce que le côté l'authenticité en fait recherchée. Non, ça par contre la porte qui s'ouvre et tout ça par contre c'est authentique, ils avaient vraiment ça en fait, cette tribu là. Parce qu'ils expliquaient qu'ils vivaient à côté de la mer, donc je crois qu'ils pêchaient la baleine et aussi le saumon, si j'ai bien compris, et ça leur permettait d'avoir beaucoup de temps en fait finalement, à consacrer à fabriquer des choses, à s'occuper d'aménager leur village, etc. Tout ce que vous voulez. Ils n'étaient pas requis en fait de se déplacer pour chasser, etc. Bon, je crois qu'ils étaient sédentaires. Et en tout cas, donc voilà, le système des portes apparemment existait vraiment avec un système de poulies, etc. Enfin, ça a été, ouais. Enfin bon, voilà. Je crois qu'on peut s'arrêter là. On se retrouve donc dans un mois pour First Cow de Kelly Reichardt. Voilà. Bonne soirée.